par exemple, sur le sujet de la mobilité, ils ont de moins en moins envie de se payer un permis de conduire. Ils ont de moins en moins envie de s'acheter une voiture. Ils sont plutôt dans le partage, dans le collaboratif, de la mobilité, de l'échange des services. Donc aujourd'hui, on a une mentalité chez les jeunes qui est complètement en train de changer, notamment sur cette question du collaboratif. Le transport maritime, ça reste le mode de transport le plus propre à la tonne transportée. Ça signifie qu'au niveau mondial, c'est une réalité, on a dit 90% des échanges, donc ça c'est assez facile à appréhender. Mais au niveau européen, au niveau du cabotage entre pays européens, on reste très en deçà de ce qu'on pourrait faire. Et on préfère la route systématiquement, il y a une sorte de préférence pour la route parce que la route est toujours moins chère, à des modes de transport alternatifs. Alors on pense souvent au chemin de fer, donc au train, on pense souvent également au fluvial parce que c'est à travers un certain nombre de projets emblématiques, c'est assez à la mode en ce moment. Mais le transport maritime, c'est un mode de transport, encore une fois, propre, assez facile. Ça ne pourra pas être que forcément de l'électrique. Nous, on considère qu'il y a un mix énergétique nécessaire. L'ADEME le dit aujourd'hui aussi. Il y a du bioéthanol, il y a du GPL, il y a du gaz naturel de ville. Le gaz naturel devient extrêmement intéressant pour les bus, pour les camions de livraison, pour les bennes à ordures. Le GPL, en Italie, il y en a 300 000 vendus par an. En France, ce n'est que 3 000 par an, donc on est bien en deçà. Le bioéthanol et le GPL sont à moins d'1 euro à la pompe. On peut rouler écolo et pas cher aujourd'hui, mais on ne peut pas avoir une seule énergie qui est poussée par un gouvernement. Il faut que les consommateurs en aient donc pour la diversité, pour leurs besoins de mobilité. Constructeur de bateaux aluminium. Ma première éco-innovation, c'est l'utilisation d'abord de l'aluminium, qui est un matériau recyclable à 98% et facile à déconstruire. Ton bateau, tu l'équipais de pods, c'est vraiment particulier. Les pods, c'est un équipement qu'on voit de plus en plus sur les bateaux de commerce ou les bateaux même de pêche, je crois, avec une particularité sur l'hélice, ce sont des pods c'est une espèce de bulbe qui se retourne. Voilà. D'un côté, tu propulses et de l'autre, tu fournis l'énergie. Voilà. Est-ce que tu peux détailler ? Donc l'idée, c'est d'utiliser les rendements des hélices en fait au maximum. Donc les hélices modernes maintenant ont un rendement supérieur à 50% en propulsion. Et donc ce rendement à 50% en fait en propulsion fait que ces hélices, si on les utilise dans le même sens, sont pas bien adaptées à capter le maximum d'énergie quand le bateau marche en fait à la voile. Donc c'est pour ça qu'il faut retourner l'hélice pour être capable en fait de capter ce maximum d'énergie. Le projet de bateau de pêche à propulsion hydrogène, donc Philippines, qui est un beau projet qui a été porté initialement par les professionnels de la pêche eux-mêmes, qui voulaient à la fois améliorer leurs conditions de travail, lutter contre le bruit, à la fois aller vers un autre type de propulsion d'avenir pour les bateaux de pêche et faire rentrer cette filière de plein pied dans la modernité. On a développé via un projet collaboratif un service d'optimisation des formes de carène des navires et donc ça permet de réduire la consommation de carburant d'entre 5 et 10%. Donc sur des flottes de centaines de navires et sur des porte-conteneurs qui consomment des centaines de milliers de litres de fuel par an, ça représente une économie sur la consommation de fuel et sur les rejets de CO2. Aujourd'hui, on est content. Sur la partie professionnelle, on arrive à faire développer les innovations, on arrive à les facturer en fait. Parce que le professionnel, il s'en sert d'arguments, il s'en sert d'outils, donc il y trouve une rentabilité. Mais sur la partie plaisance, c'est aujourd'hui le gros problème, c'est comment intégrer le surcoût de l'innovation sur ces bateaux qui n'ont pas de rentabilité, clairement. Donc c'est toujours un surcoût de plus pour le plaisancier. Donc je pense que la solution, elle est une aide de l'État, non pas pour le constructeur, mais vraiment pour le client lui-même qui va acheter le support, parce qu'il va avoir l'envie du coup de faire le choix entre celui-ci ou celui-ci, s'il est un peu sollicité par une aide. Ça coûte cher, ça demande du temps. Aujourd'hui, on est dans une obligation de résultat. On ne peut pas passer du temps à développer des choses qui ne sortiront pas, qui ne vont pas donner la rentabilité. Donc forcément, on est obligé de se faire aider, de se faire accompagner pour qu'on puisse passer du temps, nous en tant qu'architecte naval, en tant que cabinet de développement, passer du temps à trouver des solutions qui serviront aux constructeurs de demain.
On a une année pour faire bouger les collectivités locales, pour sensibiliser le grand public à vouloir envie de passer d'un véhicule diesel, d'un véhicule essence à un véhicule aujourd'hui plus écologique. Mais il faut en même temps qu'il y ait d'incentives. Et je crois que l'opportunité de la COP21 va permettre de mobiliser pour le long terme. Il ne faut pas que ce soit un one-shot avec un coup de communication avant. Il faut que ce soit une marche pour progresser pour les 10 années qui viennent. On est dans un projet de loi de transition énergétique actuellement qui va être fini d'être voté. Cette transition, elle peut durer 100 ans ou elle peut durer 10 ans. Je préférais qu'elle dure 10 ans.